Nous poursuivons notre série sur Tartaria expliqué, où nous tentons de rassembler les différents éléments. Nous savons que beaucoup de ceux qui nous suivent sont familiers avec ces concepts, mais il y en a encore beaucoup qui refusent de se pencher sur ce sujet parce qu'une présentation adéquate n'a pas encore été faite. Ceci est notre tentative pour atteindre cet objectif. Nous espérons inspirer la curiosité de ceux d'entre vous qui sont peut-être des débutants dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, commençons par un rapide récapitulatif. Le matériel suivant peut être sensible à votre perception de la réalité. Ne le regardez pas si vous êtes facilement offensé. La première vidéo sur la Tartarie traite du lien entre les anciens Irlandais et la Tartarie. La deuxième vidéo porte sur les Phéniciens, mais elle est très vague et surtout centrée sur les Mormons. Nous pouvons maintenant aborder un sujet qui n'est absolument pas enseigné dans les écoles, à savoir que les Phéniciens s'étaient installés sur les continents américains bien avant Christophe Colomb. On nous apprend que la Californie a été fondée par les Espagnols en 1542, et pourtant, si nous lisons ce que Cabrillo a écrit sur les îles de Californie, il déclare « Pourtant aussi sauvages et désolées qu'elles soient aujourd'hui, Cabrillo affirme qu'au XVe siècle, elles étaient densément peuplées par une race supérieure et que les terres principales étaient parsemées de villages. Les enfants des insulaires sont décrits par les premiers navigateurs comme étant blancs, avec des cheveux clairs et des joues rousses, et les femmes comme ayant de belles formes, de beaux yeux et un comportement modeste. L'histoire de la Californie telle que nous la connaissons n'est pas enseignée correctement dans les écoles. C'est drôle, Disney avait en fait une attraction appelée Golden Dream avec Whoopi Goldberg dans le rôle de la reine Califia. J'aimerais pouvoir le montrer ici, mais vous pouvez toujours trouver des vidéos sur YouTube montrant le court-métrage. Tout commence avec Califia qui vous guide à travers l'histoire de la Californie. Elle vous raconte des vérités mêlées de mensonges. Elle dit qu'elle est l'esprit de la Californie, et l'une des premières choses que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'elle dit que lorsque les Espagnols ont débarqué, ils ont atterri sur un territoire instable, ce qui sous-entend qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Ils ont manqué une grande partie de l'histoire. Qui est la reine Califia et d'où vient ce nom ? Il est tiré d'un roman fantastique espagnol intitulé Les Aventures d'Esplandian, publié avant la découverte de la Californie. Voici ce que dit l'histoire dominante. Les Aventures d'Esplandian est le 5e livre d'une série de romans d'amour chevaleresque espagnol de García Rodríguez de Montalvo qui a commencé avec Amadís de Gaula, une série encore plus ancienne. Las Serjas mentionne une île fictive nommée Californie, habitée uniquement par des femmes et gouvernée par la reine Califia. Lorsque les explorateurs espagnols ont appris l'existence d'une île, en fait une péninsule, au large de l'ouest du Mexique, dont la rumeur disait qu'elle était gouvernée par des Amazones, ils l'ont baptisée Californie. Extrait de BigThink.com. Lorsqu'un mutin de l'expédition d'Hernán Cortés au Mexique en 1533 a découvert la péninsule connue aujourd'hui sous le nom de Basse-Californie, puis que Cortés lui-même s'est rendu à la pointe sud de la péninsule, les conquistadors espagnols ont pensé qu'ils étaient tombés sur la Californie légendaire décrite dans le roman de Montalvo, sans vraiment comprendre que cette création littéraire était entièrement fictive. Pourquoi Cortés croirait-il à cette histoire ? Parce qu'elle est basée sur la vérité. Donnez-moi du temps et je vous expliquerai cela étape par étape. Mais il y a de nombreuses pièces au puzzle. Je dois mettre en place de nombreux facteurs avant de pouvoir clarifier les choses. D'après Wiki, c'est l'une des erreurs cartographiques les plus célèbres de l'histoire. Elle a été propagée sur de nombreuses cartes au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, malgré les preuves contradictoires fournies par divers explorateurs. D'accord, je dis que c'est de la foutaise et qu'il y a une dissimulation en cours. Tout d'abord, que sont toutes ces îles sur le rivage ? Dites-moi, est-ce que vous pensez aussi que ce sont des erreurs ? Ils auraient pu facilement trouver ces informations. Regardez toutes les colonies qu'ils sont censés avoir installées. Pourquoi les Espagnols sont-ils partis ? Disney insiste sur le fait que cela a quelque chose à voir avec les tremblements de terre. Il n'y a pas que l'idée que la Californie est une île, ce n'est qu'un début, il n'y a pas d'erreur. Premier argument, plusieurs cartes de différents cartographes qui sont censées être basées sur des cartes plus anciennes. Deuxième argument, l'histoire des aventures d'Esplandian est basée et liée à la même histoire racontée par Platon dans le Critias, où il parle d'une grande terre entre l'Atlantide et la grande terre ferme ou terra firma. Nous allons examiner quelques livres de l'auteur Girolamo Benzoni, l'un des premiers à avoir écrit sur l'histoire du Nouveau Monde. Dans nombre de ses écrits, il apparaît clairement que les Espagnols désignaient cette terre par le terme de terra firma.
Ainsi, si l'histoire dominante est vraie, à savoir que la Californie a reçu son nom parce que les Espagnols pensaient que les romans étaient basés sur la vérité, cela renforce l'argument selon lequel ils pensaient qu'ils étaient basés sur la vérité parce qu'ils faisaient référence à la terre ferme en tant que terra firma, ce qui montre que le roman ne se limite pas à une simple fantaisie. Troisième argument, un grand continent situé à l'ouest de l'Atlantique a été mentionné et écrit par des auteurs classiques tels que Critias, Solon de Platon, Silène, Théopompo, Aristote, Cicéron, Strabon, Ératosthène, Macrobe, Méla, Scylax, Aelianus, Pline, Statius Sebosus, Posidonius, Festus Avienus, Diodoré de Sicile, Plutarque et Sylla, Sénèque et bien d'autres encore. Parmi ces noms, il y a ceux dont les œuvres sont manquantes ou fragmentées. Cela montre que de nombreux écrivains connaissaient l'Amérique bien avant Christophe Colomb et qu'ils savaient donc que cette terre n'était pas un mythe, pas plus que les histoires de la Californie. Si nous jetons un coup d'œil aux premiers écrits sur le Nouveau Monde, nous trouverons des informations intéressantes. Nous allons examiner quelques gravures de Brie Théodore qui montrent une Amérique bien différente de celle que nous imaginons. Les écoles enseignent que les Amérindiens, ou les Indiens d'Amérique, étaient les natifs de cette terre. J'ai quelques informations qui vont à l'encontre de ce récit. Dans le livre de Girolamo Benzoni, Americae Pars Quarta, nous voyons des peuples très étranges vivre en Floride à l'arrivée des Espagnols. Des géants blancs, pâles et cannibales, dont les hommes sont chauves et les femmes blondes et rousses, et qui ne ressemblent absolument pas à ce que nous connaissons sous le nom d'Amérindiens. Il y a tant de choses que je voudrais dire en même temps, mais je dois y aller lentement si nous voulons donner un sens à tout cela. Et si vous regardez de plus près, vous verrez qu'ils disent qu'il s'agit d'une erreur de coloriage et qu'ils essaient de la dissimuler dans les versions plus récentes en coloriant tout d'une couleur bizarre. Ça n'a pas de sens. La vérité, c'est qu'il existe de nombreux cas de géants roux occupant les Amériques, une race descendante du serpent. Ces gens sont les Phéniciens, et c'est ce que je vais vous montrer. Dans le livre Les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain, Onfroy de Thoron montre qu'il est tout à fait possible que les anciens Hébreux aient voyagé jusqu'en Amérique. Cela vaut également pour le livre des Mormons et les Lévites. Voici une gravure de braille d'un Amérindien. Voici aussi une gravure de braille des Pictes. En regardant les gravures des Celtes et des Amérindiens, j'ai eu la même impression de la part de certains leaders. C'est très similaire. Les Phéniciens, ou les anciens Hébreux qui descendaient de l'Hyperborée ou Ibérion, Iberia, Irlande, sont tout à fait capables d'avoir connu l'Amérique ou terra firma. Il existe de nombreuses preuves à ce sujet. Le meilleur exemple se trouve dans le livre des Mormons. Joseph Smith trouve des tablettes d'or laissées par les Lévites. Si vous lisez l'histoire, il devient évident qu'il y avait de grandes civilisations en Amérique bien avant Christophe Colomb. C'est la raison pour laquelle les Espagnols évitaient certaines régions car ils connaissaient parfaitement la Californie. Vous vous demandez peut-être, que s'est-il passé? Pourquoi les décrit-on comme des primitifs ou des sauvages? Il n'y a pas si longtemps, le soleil a disparu, comme en témoignent de nombreuses histoires d'Amérindiens dont les membres sont sortis d'une grotte. Pourquoi vivaient-ils dans une grotte? Il s'agit là d'une information controversée, mais elle est basée sur le livre History of the American Indian de James Adair. L'objectif de ce livre est de tenter de prouver que les Amérindiens sont les descendants des anciens Juifs. Et je ne dis pas que c'est vrai ou que j'y crois, mais je parle simplement de ce que j'ai trouvé. L'auteur met en lumière de nombreuses similitudes entre les deux cultures fondées sur la tradition. Une autre source qui va de pair avec le livre des Mormons, et s'il est vrai que les Phéniciens étaient de grands constructeurs d'architecture moderne de type victorien, alors se pourrait-il qu'il y ait eu autrefois une grande nation dans le grand ouest de l'Amérique, même au Grand Canyon, mais que quelque chose soit arrivé. Il est probable que cet événement a façonné et déformé leurs traits, puisqu'ils ont été incapables de voir la lumière pendant 25 ans dans certaines légendes. Imaginez ce que cela pourrait faire à votre conscience. Cela explique beaucoup de choses, et il y a encore plus de choses à couvrir qui sont loin d'être connues du grand public. En 1909, un explorateur nommé J.E. Kincaid est tombé sur une grotte contenant des momies, des ornements en cuivre, des hiéroglyphes et d'autres artefacts impossibles. Cette découverte est souvent considérée comme un canular, car personne n'a jamais redécouvert la grotte. Cependant, lorsque l'on sait que le gouvernement a mis en quarantaine certaines zones du Grand Canyon, on comprend mieux pourquoi personne n'a redécouvert la grotte.
De plus, les premiers colons du Grand Canyon ont donné des noms égyptiens aux différentes formations du Grand Canyon. Comment cela se fait-il? L'histoire d'Amadis de Gaulle est essentiellement un long roman d'amour fantastique, avec les motifs typiques de ce type de roman. Mais j'ai trouvé intéressant que les personnages de l'histoire représentent des choses différentes. Esplandian est le fils d'Amadis, ou l'Espagne est le fils de la Grande-Bretagne. Mais dans l'histoire, c'était à l'époque de la Gaule. L'Irlande et l'Espagne étaient autrefois reliées par les légendes anciennes, formant une île géante connue sous le nom d'Hibernia. L'histoire se déroule avant le grand cataclysme ou la réinitialisation. Je suis sûr que beaucoup ont entendu parler de l'arrivée des Vikings en Amérique, mais supposons que l'histoire de Tara, dans la tradition irlandaise, soit vraie, où les récits de Platon ou Solon racontent une grande guerre entre l'Atlantide et la grande terra firma. Et si les Espagnols étaient allés en Amérique avant la Réforme et connaissaient bien la Californie et le Mexique? À une époque où l'Espagne n'était pas encore l'Espagne, d'où le symbolisme d'Esplandian et de ses aventures. Bernal Diaz dit « Nous fûmes saisis d'admiration et déclarâmes qu'il ressemblait au château enchanté décrit dans le livre d'Amadis de Gaula, à de grandes tours, à des temples et à des édifices qui semblaient surgir de l'eau. Et tout cela était construit en pierre et en mortier. Certains de nos soldats ont dit qu'ils ne savaient pas s'ils voyaient vraiment cela ou s'ils rêvaient. Il n'était pas stupide, pourquoi l'aurait-il appelé Californie? En outre, l'histoire pourrait être plus qu'une simple fable. L'idée des griffons n'était pas à prendre à la légère. Le griffon figure sur les médailles antiques. Et le char du soleil était dessiné par ces animaux imaginaires avec la tête et les ailes de l'aigle et le corps et les pattes du lion. Il représentait la force et l'activité. Bicelius, 1647, parle de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Des chaînes de montagnes s'étendent le long de la côte, horrifiantes par leur netteté et leur escarpement jusqu'à leur sommet. Un grand nombre d'animaux sauvages abondent dans ces montagnes. Les gens racontent que dans les forêts se trouvent les griffes ou griffons, et ce n'est pas une fable, mais la vérité. Le long de la côte se trouve la terre de Californie. Nicolas Calufius peint la Floride pleine de serpents ailés. Il dit qu'il en avait vu et que les vieux indigènes étaient très attentifs à sa tête en raison d'une prétendue superstition. Et si les événements de l'histoire de la Nouvelle-Amérique se déroulaient en réalité dans les années 1700? Je sais que c'est fou, non? Pensez-vous vraiment que la plupart de ces villes ont été créées comme elles le prétendent? Parce qu'il n'est pas logique que les colons aient trouvé ces nouvelles terres et qu'ils aient préparé le terrain à force de travail et qu'en même temps, ils aient pu construire les chemins de fer qui traversaient les grandes montagnes. Le film Golden Dreams de Disney dit qu'il s'agit d'une main-d'œuvre chinoise. Ok. Et l'échoffe de tout à l'heure, hein. Ça a quelque chose de familier, vous ne trouvez pas? Bon, ok, on en parlera tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, les Phéniciens avaient de nombreux établissements tout autour de l'Amérique, au Mexique, en Californie. Et les Maures, les Anciens, les Muriens et les Turcs connaissaient tous l'Amérique avant Christophe Colomb. De nombreuses légendes font également état d'une race distincte de géants aux cheveux roux. Voici les preuves matérielles de la présence de géants dans les Amériques. Les géants de Windover. En 1982, un conducteur de bulldozer a mis au jour un cimetière sous-marin contenant 168 squelettes d'1,80 m en moyenne. 70 des crânes retournés contenaient de la matière cérébrale dont l'ADN a été prélevé et analysé. Il est surprenant de constater que l'ADN ne correspondait à aucune des tribus amérindiennes environnantes. Joseph Lawrence, un généticien de l'Institut Coriel pour la recherche médicale, a lui aussi cherché les marqueurs d'ADN qui distinguent les Amérindiens dans les échantillons d'ADN prélevés sur les os de 5 momies de Windover. Après avoir comparé l'ADN à celui des Européens actuels, il a fait la constatation suivante. Je suis retourné à l'écran et j'ai regardé à nouveau les séquences. L'ADN de la première personne semblait européen. Quand j'ai regardé le deuxième, il avait l'air européen. Et quand j'ai regardé les troisième, quatrième et cinquième, l'ADN était légèrement différent des deux premiers, mais ils avaient l'air européens. Certains universitaires ont supposé qu'il s'agissait d'une sorte de meurtre collectif, car les coups des corps étaient tous brisés et tournés vers le nord. Toutefois, un examen plus approfondi a permis de conclure qu'il s'agissait d'un acte post-mortem. En outre, on a découvert que de nombreux enfants tenaient de petits jouets dans leurs bras. Le corps d'une femme âgée a été découvert avec de nombreux os cassés et guéris au cours de sa vie, ce qui implique que cette société avait la morale et les ressources nécessaires
pour s'occuper d'elle jusqu'à un âge avancé. Bien que l'on prétende qu'il s'agit d'un meurtre de masse, aucun des corps ne présente de signes de mort violente. La grotte de Lovelock. Le récit de la grotte de Lovelock, dans laquelle vivrait une tribu de géants blancs, est un exemple de géants vivant à l'ère moderne. La rumeur veut que les tribus Paiute et Chausson aient passé de nombreuses années à combattre cette tribu de géants aux cheveux roux, jusqu'à ce qu'ils parviennent à coincer le dernier d'entre eux dans la grotte de Lovelock. Les Paiute et les Chausson ont placé des broussailles enflammées à l'entrée de la grotte et ont prétendument étouffé les derniers d'entre eux. On dit que les colonies européennes environnantes n'ont pas tenu compte de ces événements et les ont considérés comme des histoires purement fantaisistes. Jusqu'à ce que plusieurs années plus tard, une équipe de mineurs collectant du guano de chauve-souris découvre non seulement des fosses de stockage dans les grottes, mais aussi du tulle, des appâts de chasse, des chaussures surdimensionnées, des crânes, des ossements humains géants. 20 000 artefacts en tout ont été découverts dans la grotte de Lovelock. L'idée qu'il puisse s'agir d'un canular est encore plus ridicule que l'idée que ces objets aient été créés par des géants. Monticules géants. Dans de nombreux États, on trouve ces étranges collines massives, parfois appelées monticules indiens. Au XIXe siècle, de nombreuses personnes ont déclaré avoir creusé dans ces monticules et déterré des squelettes géants mesurant entre 2 et 3 mètres de haut. Entre le milieu et la fin des années 1800, de nombreuses sources réputées ont fait état de ces découvertes, notamment le New York Times. Il est probable que les connaissances étaient très différentes à cette époque. Bien que les Amérindiens aient presque tous des géants dans leur histoire, on nous dit encore à l'école que de telles choses relèvent de la fantaisie. Les Amérindiens sont ainsi présentés comme des sauvages sans cervelle, incapables de faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De nos jours, ces monticules sont devenus des sites protégés et sont considérés comme très sacrés pour les cultures amérindiennes qui les auraient construits. Lorsqu'on les interroge sur ces questions, des organisations comme le Nat Geo et le Smithsonian Institute détournent la conversation des géants vers le gigantisme. Il s'agit d'une tentative superficielle de dissimuler ce qui ne peut être vu. Le gigantisme chez l'homme est statistiquement très faible, environ 0,00007%. Pour expliquer tous les corps géants découverts, il aurait donc fallu déterrer 2,5 millions de corps pour trouver autant de squelettes déformés. Si ces points ne vous convainquent pas, considérez le fait que nous avons une citation d'Abraham Lincoln qui dit « Les yeux de cette espèce de géant disparu, dont les ossements remplissent les monticules d'Amérique, ont contemplé le Niagara comme les nôtres aujourd'hui. » Ce que nous voyons quand nous regardons tous les écrits qui nous ont été transmis, quand vous voyez des armoiries, c'est du symbolisme laissé pour les initiés. Nous voyons ces symboles partout dans les livres de la Nouvelle-Amérique. Mais dites-moi, pourquoi n'enseignons-nous pas ce livre dans les écoles ? C'est l'un des premiers livres sur l'Amérique. Ne devrions-nous pas voir à quel point ils étaient incorrects ? Ces symboles sont des symboles phéniciens et vous les verrez partout dans l'architecture. Dans la communauté Tartaria sur YouTube, l'idée est que les Phéniciens sont ces contrôleurs qui ont tout pris et réécrit l'histoire. C'est peut-être le cas, mais l'idée est qu'ils n'ont pas construit l'architecture. Les Tartares ont construit l'architecture et les Phéniciens ont en quelque sorte nettoyé et ajouté leurs symboles. Mais je vois dans ces symboles plutôt la cause des Vénitiens, et non celle des Phéniciens. Les Phéniciens sont l'une des grandes races qui ont établi des colonies dans le monde entier. Dans la Bible, ils sont cités comme les grands bâtisseurs du temple de Salomon. Et dans ces gravures vénitiennes, vous verrez leurs symboles partout dans les bâtiments. Les Vénitiens sont les plus susceptibles de s'emparer d'anciennes architectures aryennes et de les faire leurs. Un bref résumé de la façon dont cela pourrait être le cas. Pour comprendre le mal qu'est Venise, il faut se pencher sur la description que font les grands poètes de l'incroyable duplicité que représente Venise. Les œuvres de Marlowe dans Le Juif de Malte et de Shakespeare dans Le Marchand de Venise et surtout dans Othello, le mort de Venise, il ne s'agit en aucun cas d'une attaque à l'encontre d'un groupe de personnes. Nous examinons simplement l'histoire et arrivons à certaines conclusions. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas ce que je dis pour la vérité. Faites vos propres recherches. Venise a collaboré avec les Turcs pour créer une république de l'usure et de l'esclavage. Contarini est une figure clé de Venise dans sa guerre contre l'humanité. Contarini a été formé à l'université de Padoue.
Il est le fils d'une des plus anciennes familles de Venise. Toutes les familles de l'oligarchie vénitienne envoyaient leurs enfants à l'université de Padoue pour qu'ils reçoivent une formation aristotélicienne. Pour comprendre Venise, il faut comprendre qu'Aristote est le mal à l'état pur. Aristote est presque illisible. Alors, qu'est-ce qui a rendu ses œuvres si influentes sur la civilisation occidentale ? Aristote est un défenseur acharné de la société oligarchique. Dans sa politique, Aristote est le plus explicite. Sa théorie sur le but de la politique est de maintenir l'inégalité. Le fondement même de la politique d'Aristote est le maintien de la relation maître-esclave, parce qu'elle est, comme il l'affirme, naturelle. Que l'un commande et que l'autre obéisse est à la fois nécessaire et opportun. En effet, certaines choses sont ainsi divisées dès la naissance, certaines pour gouverner, d'autres pour être gouvernées. Il est donc clair que, par nature, certains sont libres, d'autres sont esclaves, et que, pour ces derniers, il est à la fois juste et opportun qu'ils servent en tant qu'esclaves. Alors je ne dis pas que quelqu'un a fait quoi que ce soit, il n'y a rien d'offensant à ça. Nous pouvons regarder ces événements dans l'histoire et simplement étudier les écrits de certains de ces personnages clés, alors leurs intentions deviennent très claires. Ces citations ne sont pas non plus sorties de leur contexte. Il est vrai que même Platon plaide en faveur de l'esclavage, mais à la différence d'Aristote, Platon fonde son État sur l'idée de la justice. Il suffit de comparer la politique d'Aristote avec la République de Platon, où Platon lance dès le début une diatribe contre le pouvoir arbitraire. Je soutiens que la raison pour laquelle Aristote était si influent à Venise est que Venise était une société esclavagiste basée sur le principe de l'oligarchie. Dans une autre vidéo, je reviendrai en détail sur ce qui se passe ici, mais en gros, cette idéologie s'est répandue en Angleterre par l'intermédiaire de Paolo Sarpi. Cette phrase peut être comprise comme la lutte entre Giovanni, jeune maison, et Vecchi, vieille maison. Dans cette phrase, une faction très radicale a pris le dessus. Paolo Sarpi était nominalement un moine servite, exceptionnellement talentueux, mais il était bien plus que cela. Il était le principal organisateur des Giovanni, des salons et de la société secrète de Venise qui planifiait la destruction du christianisme dans le cadre de ce qu'on en appellera plus tard la franc-maçonnerie. Dans un livre sur Sarpi, un historien moderne du nom de Wotton prouve que Sarpi a été le créateur de l'empirisme et qu'il a enseigné à Francis Bacon sa soi-disant méthode scientifique. Cet ouvrage prouve que Sarpi s'est révélé dans son œuvre un athée radical. Pensez à l'influence qu'a eu Francis Bacon sur le christianisme, puisqu'il a été l'un des rédacteurs, voire le principal rédacteur de la Bible du roi Jacques. Cela permet également de comprendre pourquoi une cosmologie spécifique nous est enseignée dans les écoles. Sarpi est le véritable fondateur du modernisme et des Lumières. Avec ses idées, il a créé la franc-maçonnerie qui domine l'Angleterre jusqu'à aujourd'hui. De cette épreuve sont nés Giordano Bruno, Galilée, le culte rosicrucien et la guerre de 30 ans. Les Giovanni devaient consciemment créer leur propre faction au sein de la noblesse anglaise. L'anglais devait être totalement contrôlé. La manière dont les Giovanni fonctionnaient était la création d'une classe de marchands contrôlée par les protestants. La création de la Compagnie de Venise par le comte de Leicester, fondateur du mouvement puritain en Angleterre, en est l'illustration la plus explicite. C'est à lui qu'ont été accordées certaines routes commerciales. En 1581, une autre compagnie commerciale est créée avec un accord vénitien, la Compagnie de Turquie. Ces deux compagnies fusionnent ensuite et deviennent la Compagnie du Levant, qui deviendra plus tard la tristement célèbre Compagnie britannique des Indes orientales. Ces symboles sont l'élite qui vous raconte en secret une autre histoire. Ces livres sur l'histoire du Nouveau Monde sont remplis de ces symboles. Et que se passe-t-il ici ? Vous pouvez également constater que ces symboles sont beaucoup plus anciens et qu'ils sont utilisés depuis longtemps. L'histoire est en train d'être réécrite. En effet, l'architecture phénicienne est toujours présente dans les grandes villes du monde entier, depuis Cadix en Espagne à Venice en Californie. Pourquoi des colons se rendraient-ils en Amérique pour être libres et commenceraient-ils à construire une architecture de type européen ? Cela n'a aucun sens. Elle existait déjà, et il n'y a pas si longtemps, il y a 200 à 300 ans, il y a eu une grande remise à zéro, et il y en a eu probablement plus d'une. Les grandes expositions du monde sont toutes organisées par le même établissement, afin de maintenir ce mensonge permanent. Combien de villes ont été détruites par le feu ? Pourquoi avoir fait tous ces efforts pour construire une exposition avec tous ces détails ornementaux qui ressemblent à de la pierre, pour la démolir ensuite en si peu de temps ? Certains de ces bâtiments de San Francisco semblent beaucoup plus anciens.
Et la vérité, c'est qu'ils ont l'air très antédiluviens et il y a une raison à cela. Ces bâtiments étaient là avant le déluge. Il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons complètement perdu le contact avec la réalité. 1000 ans de temps ont été rajoutés à notre calendrier. Pensez-y, il y a 1000 ans de littérature, de musique et d'art qui sont complètement absents. L'art que nous connaissons de la Renaissance est une autre escroquerie vénitienne dans laquelle des artistes ont été inventés pour tous ces grands chefs-d'œuvre à rien. Si l'on y regarde de plus près, aucun texte n'est antérieur aux années 1500. Et si c'est le cas, c'est très probablement une invention. Ces écrits de Benzoni ne datent probablement pas des années 1500. Si vous regardez n'importe quel musicien classique, vous verrez un grand trou dans l'histoire juste avant les années 1700. Même chose pour la littérature. Et bien sûr, ne vous méprenez pas, il y a des exemples d'écrits de différentes époques, mais la plupart du temps, ils n'ont pas la moindre idée de leur date. L'histoire telle que nous la connaissons n'est pas celle que nous pensons, et je ne suis pas le seul à l'affirmer, je n'en suis pas l'auteur. Comme beaucoup l'ont mentionné, Fomenko est une excellente référence. C'est un homme extrêmement intelligent, connu pour ses prouesses en mathématiques. L'un de ses principaux ouvrages est la Nouvelle chronologie dans laquelle il explique comment l'histoire du courant dominant provient d'un homme connu sous le nom de Scaliger. Certains scientifiques connus ne sont pas d'accord avec la chronologie de Scaliger-Petavius et estiment que la chronologie réelle de l'Antiquité et celle du Moyen-Âge diffèrent de manière significative. De Arsila, XVIe siècle. Il est connu simplement que de Arsila prétendait que l'histoire ancienne avait été falsifiée au Moyen-Âge. Cependant, nous n'avons malheureusement trouvé aucun de ses ouvrages. L'université de Salamanque n'a pas non plus pu nous donner d'informations à leur sujet. Sir Isaac Newton, le grand scientifique physicien et mathématicien anglais, a consacré une grande partie de sa vie à la chronologie et a publié un gros volume intitulé « La chronologie des anciens royaumes modifiés » et à laquelle est ajoutée une courte chronique depuis le premier souvenir des choses en Europe jusqu'à la conquête de la Perse par Alexandre le Grand. Jean Hardouin, éminent scientifique français, auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la philologie, la théologie, l'histoire, l'archéologie et la numismatique. Il a également été directeur de la Bibliothèque royale de France et a écrit quelques ouvrages chronologiques avec des critiques acerbes de tout l'édifice de la chronologie scaligérienne. Il était d'avis que la plupart des soi-disant objets anciens étaient soit des contrefaçons, soit appartenaient à une époque beaucoup plus récente. Robert Baldauf, philologue allemand de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, professeur assistant à l'université de Bâle et auteur des 4 volumes intitulés Histoire et critique. Il est arrivé à la conclusion que les œuvres littéraires anciennes étaient beaucoup plus récentes que ce que l'on avait l'habitude de penser, guidées par des considérations philologiques. Baldauf a prouvé que ces œuvres étaient toutes médiévales dans leur origine. Edwin Johnston, historien anglais du XIXe siècle, a sévèrement critiqué la chronologie scaligérienne dans ses ouvrages, affirmant qu'elle devait être tronquée de manière drastique. Wilhelm Kameyer, scientifique et juriste allemand de la fin du XIXe siècle, a mis au point une méthode permettant de vérifier l'authenticité des documents anciens. Il a découvert que presque tous les documents anciens et médiévaux de l'Europe occidentale avaient été copiés ou falsifiés à une époque plus récente. Il en est arrivé à la conclusion que l'histoire ancienne et médiévale a été falsifiée et a écrit plusieurs livres sur le sujet. Citation. La chronologie de l'histoire ancienne et médiévale dans sa forme actuelle a été créée et pour l'essentiel conclue dans une série d'ouvrages fondamentaux des XVIe et XVIIe siècles qui commencent avec les écrits de Josephus Justus Scaliger, appelé le fondateur de la chronologie moderne en tant que science par le chronologiste moderne E. Bakerman. Les ouvrages de base de Scaliger et Denis Pétot, aussi appelé Petavius, datent du XVIe-XVIIe siècle et présentent la chronologie ancienne comme un tableau de dates donné sans aucune raison. Elle est déclarée fondée sur la tradition ecclésiastique. Cela n'est guère surprenant puisque l'histoire est restée essentiellement ecclésiastique pendant des siècles et a été écrite pour l'essentiel par le clergé. On considère aujourd'hui que les fondements de la chronologie ont été posés par Eusèbe Pamphile et saint Hiéronyme au 5e siècle de notre ère. Sur la figure 1-6, nous avons une peinture médiévale d'Eusèbe Pamphile de Césarée datée de 1455. Il est intéressant de noter qu'Eusèbe de Césarée est peint dans des vêtements typiquement médiévaux de l'époque de la Renaissance. C'est probablement parce qu'il a vécu à cette époque et non à une époque antérieure. Bien que l'histoire scaligérienne attribue Eusèbe au IVe siècle de notre ère,
dans les années 260-340, il est intéressant de noter que son célèbre ouvrage intitulé « L'histoire des temps, de la Genèse au Concile de Nicée », la soi-disant chronique, ainsi que le traité de Saint Hiéronyme, n'ont été découverts que très tardivement au Moyen-Âge. En outre, les historiens affirment que l'original grec n'est plus disponible que sous forme de fragments complétés par la traduction ad libitum de Saint Hieronymus. Il est très significatif que la chronologie scaligérienne ait été initialement créée dans le cadre du paradigme de l'Église catholique d'Europe occidentale, qui était restée sous son contrôle ferme pendant une longue période. De nombreux chronologistes éminents d'Europe occidentale des XVIe et XVIIe siècles appartenaient au clergé. Scaligère, par exemple, était théologien. Tischendorf, le père fondateur de la paléographie, était docteur en théologie, et Dionysius Petavius, un jésuite, est l'auteur de plusieurs écrits théologiques. L'idée que les Grecs et les Romains sont les civilisateurs de la société est un mensonge complet. Il affirme que les événements relatés dans la Bible sont beaucoup plus récents que vous ne pouvez l'imaginer. L'Ancien Testament serait en fait plus récent que le Nouveau Testament, ironiquement. Selon Fomenko, les événements de l'Ancien Testament remontent à moins de 500 ans. La nouvelle chronologie proposée par Sir Isaac est beaucoup plus courte que la chronologie consensuelle de Scaligère. Newton a déplacé la plupart des événements datés comme précédant l'époque d'Alexandre le Grand plus tard dans le temps, plus près de nous. Sa révision n'est pas aussi radicale que celle contenue dans les écrits de N.A. Morozov, qui estimait que la version scaligérienne de la chronologie antique n'était valable qu'à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Notons que Newton n'est pas allé plus loin dans le temps que le repère avant-après Jésus-Christ dans ses recherches. Le premier chercheur de notre époque à avoir soulevé la question de l'apport d'une base scientifique à la chronologie consensuelle dans son intégralité et de manière assez radicale est Nikolai Alexandrovitch Morozov. En 1907, Morozov publie un livre intitulé « La révélation dans la tempête et l'orage », dans lequel il analyse la datation de l'Apocalypse du Nouveau Testament et arrive à des conclusions qui contredisent la chronologie scaligérienne. En 1914, il publie « Les prophètes », qui contient une révision radicale des datations scaligériennes des prophéties bibliques. Entre 1924 et 1932, Morozov publia l'ouvrage fondamental « Le Christ » en 7 volumes. Le nom initial de cet opus avait été « L'histoire de la culture humaine du point de vue des sciences naturelles ». Il contient des critiques détaillées de la chronologie scaligérienne. Le fait important découvert par Morozov est que la chronologie consensuelle scaligérienne est basée sur un concept non vérifié. Après avoir analysé un grand nombre de documents, Morozov a avancé et partiellement prouvé l'hypothèse fondamentale selon laquelle la chronologie de Scaligère avait été élargie de manière arbitraire par rapport à la réalité. Cette hypothèse était basée sur les répétitions de pavés de texte que Morozov avait trouvés, à savoir des pavés de texte qui décrivent apparemment les mêmes événements mais qui sont datés différemment et considérés comme n'ayant aucun rapport avec notre époque. La publication de cet ouvrage a suscité de vives discussions dans la presse et ses répercussions se retrouvent dans la littérature contemporaine. Un certain nombre de contre-arguments rationnels ont été avancés, mais la partie critique du Christ est restée incontestable dans son intégralité. Morozov n'est pas allé plus loin que le VIe siècle après Jésus-Christ dans le temps, considérant que la version consensuelle de la chronologie du VIe au XIIIe siècle était fondamentalement correcte. Nous verrons que cette opinion s'est avérée gravement erronée. Avant le XIIIe et le XIVe siècle, les appareils de mesure du temps étaient rares et luxueux. Même les scientifiques n'en possédaient pas toujours. L'anglais Valcherius déplorait l'absence d'horloge qui avait nui à la précision de ses observations d'une éclipse de lune en 1091. Citation : « Les horloges courantes dans l'Europe médiévale étaient les cadrances solaires, les sabliers et les horloges à eau ou clepsydres. Cependant, les cadrans solaires ne servaient que par beau temps et les clepsydres restaient rares. À la fin du IXe siècle après Jésus-Christ, l'usage des bougies pour la mesure du temps s'est généralisé. Les historiens modernes fondent leurs observations sur la chronologie scaligérienne, estimant que les auteurs médiévaux avaient atteint un état de grande confusion en ce qui concerne les concepts et les époques, en raison de leur prétendue ignorance, et qu'ils avaient confondu l'ancienne époque biblique avec l'époque médiévale. Les peintres médiévaux, par exemple, ont continué à représenter les personnages bibliques et anciens dans des costumes typiquement médiévaux.
Cependant, un autre point de vue est également viable qui diffère de l'explication traditionnelle de l'amour des anachronismes. Il s'agit du fait que toutes les affirmations des chronophages et des artistes médiévaux ont pu refléter la réalité et que nous les considérons comme anachroniques parce que nous suivons la chronologie scaligérienne erronée. Les plus anciennes copies plus ou moins complètes de la Bible sont les manuscrits d'Alexandrie, du Vatican et du Mont Sinaï. Ces 3 manuscrits sont datés de la seconde moitié du IVe siècle. La langue du codex est le grec. On sait peu de choses sur le codex du Vatican. Personne ne sait comment l'artefact s'est manifesté au Vatican vers 1475. Le codex d'Alexandrie est connu pour avoir été donné au roi anglais Charles Ier par le patriarche Cyril Lucaris. Ainsi, les 3 codices les plus anciens de la Bible ne font surface qu'après le XVe siècle de notre ère. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'histoire de ces documents peut être retracée jusqu'à 1475 après Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'existe pas d'autre Bible grecque ancienne plus ou moins complète. Il n'existe pas de manuscrit hébraïque de la Bible antérieur au IXe siècle après Jésus-Christ, bien que ceux d'une époque plus récente, principalement le milieu du prétendu XIIIe siècle après Jésus-Christ, soient conservés dans de nombreuses bibliothèques nationales. Le plus ancien manuscrit hébraïque est un fragment des livres des prophètes daté de 859 après Jésus-Christ. L'un des 2 manuscrits les plus anciens est daté de 916. L'autre est daté de 1008 après Jésus-Christ et contient le texte de l'Ancien Testament. L'histoire scaligérienne insiste sur le fait que tous les événements concernant les patriarches bibliques se sont produits précisément et exclusivement sur le territoire de la Mésopotamie et de la Syrie moderne. Néanmoins, il est immédiatement reconnu que, en ce qui concerne l'identité des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, on ne peut que répéter que les informations obtenues à la suite des fouilles les plus fructueuses en Syrie et en Mésopotamie ont été extrêmement maigres ou tout simplement inexistantes. Il est dit de manière évasive que l'intensité historique de cette tradition n'est pas confirmée archéologiquement, mais sa plausibilité historique l'est, ainsi qu'un récit des circonstances qui ont pu être le cadre de la biographie des patriarches. L'archéologie ainsi que la science historique en général ne peuvent trouver aucune preuve de la légende biblique sur l'esclavage égyptien des Juifs. L'égyptologue Wilhelm Spielberg nous dit que ce que la Bible nous raconte sur le sort d'Israël en Égypte n'est pas plus un fait historique que les récits de l'histoire égyptienne rapportés par Hérodote. Les recherches archéologiques montrent que les livres de l'Ancien Testament n'ont aucune preuve archéologique de leur localisation et de leur datation comme le suggère la tradition scaligérienne. Ainsi, toute la théorie biblique mésopotamienne devient discutable. Le travail de Fomenko est très dense et il me faudrait une série entière pour le couvrir, mais sachez qu'il ne s'agit pas de simple fantaisie. Pourtant, le Vatican détenant des documents d'archives d'une valeur de 80 km, on peut se demander ce qu'ils peuvent bien renfermer. Le sceptique rationnel dira qu'il s'agit simplement d'archives papales ennuyeuses. Oui, je suis sûr qu'il y a des archives papales, et des archives d'une valeur de 80 km. Cela impliquerait que l'histoire de l'humanité a duré bien plus longtemps qu'on nous le dit. Je sais que beaucoup de ceux qui ont déjà creusé dans le trou du lapin comprendront cette information, mais je veux qu'elle soit plus largement diffusée. Il s'agit en fait de comprendre qu'il y a peut-être eu un cataclysme dans le passé et qu'il était doté d'une sorte d'intelligence. Peut-être, juste peut-être, cela pourrait être contrôlé par certains individus. Je ne vise personne, mais je dis simplement que fondamentalement, il y a un groupe de personnes qui ne sont pas ce que vous pensez qu'elles sont. C'est tout ce que je dirais. Mais continuons. La Bible nous parle du déluge. Dans les mythes grecs, les histoires de Niobé et de Phéronée, il y a eu un cataclysme d'eau et de feu, et il y en aura beaucoup d'autres, dit Solon. Ce n'est pas une idée farfelue. À la base, un groupe d'individus a survécu au cataclysme et a saisi sa chance de conquérir le paradis terrestre, ou les anciennes légendes de Californie qui ne sont probablement pas si anciennes. Après le grand cataclysme, les Espagnols reviennent sur la terre, désormais gouvernés par une nation extérieure qui, ne disposant que de documents anciens et n'étant pas encore sûrs de ce qui se passe, part explorer la grande terra firma. Mais ils trouvent des cannibales blancs et chauves d'une grande force et d'une grande stature, et les femmes sont au pouvoir comme dans les histoires.
Et si avant la réinitialisation, les occupants possédaient une technologie avancée et qu'après la réinitialisation, les champs électromagnétiques envahissaient la Terre? On peut dire qu'ils étaient parfaitement conscients de leur calvitie et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur d'artiste, car dans un autre livre, ils coupent le cuir chevelu d'autres tribus et portent leurs cheveux en guise de chapeau. Toujours pour montrer le lien entre les Phéniciens, ce rituel consistant à verser de l'or dans la bouche de cette manière est exactement le même que celui montré dans ce vieux livre sur la destruction de la tour de Salomon, ce qui établit à nouveau le lien. Mais pour en revenir à ce que je disais à propos des technologies, un grand nombre de ces anciens bâtiments américains que nous appelons bâtiments historiques ont différents types de dispositifs énergétiques sur leur toit. De plus, les pères fondateurs devaient porter des perruques, ce qui n'est jamais expliqué en détail dans les écoles et me fait me demander si cela a quelque chose à voir avec ces cannibales blancs. Encore une fois, les gens auront du mal à l'accepter, mais les pères fondateurs ne sont probablement pas ce que nous pensons. Vraiment, Benjamin Franklin a découvert l'électricité en attachant une clé à un cerf-volant? Ah, les histoires qu'il nous raconte. Et qu'en est-il du mont Rushmore? Il a été sculpté avec de la dynamite? Peut-être, mais que se passerait-il si ses habitants étaient là avant le cataclysme, puis que quelque chose d'intense s'était produit et que tout avait été détruit? C'est peut-être avant le cataclysme que les cheveux ont commencé à tomber en raison de la technologie utilisée. L'électricité et la photographie sont probablement beaucoup plus anciennes que ce que l'on veut bien nous faire croire. Ils avaient des moyens de transférer l'électricité sans fil, ce qui a conduit à une accumulation de champs électromagnétiques provoquant des maladies chez les gens. S'agit-il des mêmes personnes que celles des gravures de Braille, mais après un grand cataclysme? Les chevaliers portent des casques en métal et je pense qu'ils ne les protègent guère des balles ou des épées. Ils savaient manifestement que ces individus avaient l'air assez malades, alors peut-être s'agit-il d'un document historique de dissimulation qui est enseigné aux francs-maçons, car nous pouvons voir tout le symbolisme tout au long du livre. Les Mormons n'ont pas créé les temples qu'ils possèdent, ils les ont simplement trouvés et déterrés de la boue. Savez-vous pourquoi on ne construit plus en briques? Certaines personnes ne se rendent pas compte de la complexité de la construction en pierre, et c'est la raison pour laquelle nous ne le faisons plus. C'est beaucoup trop de travail pour ces petits groupes de colons. Prenez également en considération le fait que le livre des Mormons vous dit que les Phéniciens sont venus en Amérique. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'une partie de ce latin était très difficile à traduire et que les traductions en anglais étaient très difficiles à trouver. Je me suis également dit que le latin semblait honnêtement un peu rétrograde et que cela ne collait pas vraiment quand on y réfléchissait. Comment pourrait-il s'agir d'une langue morte alors que les langues gaéliques sont toujours vivantes sous une forme ou une autre? J'ai également trouvé étrange que beaucoup de ces livres soient écrits en latin puis traduits à partir de cette langue. On dit que le Pig Latin n'a aucun lien avec le latin. Mais je n'en suis pas si sûre. Le Pig Latin, qui est de l'argot anglais, est un jeu auquel jouent les enfants pour mélanger les mots, et il est également utilisé en programmation. Mais il vient d'un terme encore plus ancien, connu sous le nom de Dog Latin, dans lequel le prêtre créait de nouveaux mots en latin ou même réarrangeait la phrase. Je sais que certains mots sont dérivés du latin, mais lorsque vous les mettez tous ensemble, cela ne semble pas être une langue qui était réellement parlée. Cela semble être une sorte de code pour vous faire penser que toutes les différentes langues sont en fait originaires du latin, donc du grec, et encore une fois en donnant du crédit pour montrer que les Romains et les Grecs sont les civilisateurs de la société. De nombreuses preuves montrent que de nombreux mots anglais et hébreux sont dérivés du gaélique. On dit que les prêtres hébreux, après les Phéniciens, ont réarrangé l'alphabet hébreu afin d'éloigner le pouvoir de la langue des Chaldéens de l'homme ordinaire. Les chiffres ont également été réarrangés afin que l'ancienne langue, basée sur le symbolisme divin, soit corrompue pour être utilisée par les masses. Si c'est le cas, nous pouvons commencer à comprendre l'ampleur des mensonges. Je n'ai pas l'intention que vous acceptiez cela comme une vérité, mais peut-être que vous commencerez à remettre en question ce que vous savez être vrai. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?